Merci à tous, à tout à l'heure et puis bon débat. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Voilà. Donc je tenais encore une fois à remercier Artivisme. C'est la troisième fois que je suis dans les featuring de l'événement, on va dire. La première fois sur Walter Rodney à Paris, la deuxième fois sur Norbert Zongo ici, si je ne me trompe pas, et la troisième fois avec Angela Davis. À chaque Artivisme qui est consacré en fait à une figure, j'essaie justement de sortir un peu de la figure et de montrer qu'il ne faut pas en rester à l'arbre qui cache la forêt, que c'est très important d'aller au-delà du personnage et de comprendre que derrière ce personnage, eh bien, il y a des milliers de personnes, il y a des milliers de vies, il y a des milliers d'hommes et de femmes qui, à un moment ou à un autre dans leur existence, ont croisé ce personnage-là qui a impacté d'une manière ou d'une autre leur existence. Alors, je ne vais pas faire une présentation sur Angela Davis, ni sur l'époque, entre guillemets. Je vais juste prendre un détail de la figure d'Angela Davis, qui est sans doute le détail le plus important, en tout cas celui auquel on pense instinctivement quand on dit Angela Davis, qui est sa coupe afro, puisque dans l'intervention que je vais faire, j'évoquerai à plusieurs moments quelques éléments qui renvoient aussi à l'histoire de cette chevelure qui, dans les années 70, est devenue un moyen d'affirmation, un moyen de combat, et quelque chose qui s'inscrit dans une histoire, je dirais, plus longue des luttes panafricanistes et des résistances menées par les femmes dans les Amériques, puisque le panafricanisme est une idéologie, un mouvement de libération qui est né dans la diaspora, donc qui est né parmi les Africains déportés dans les Amériques. Et lors de cette déportation, il y avait ce qu'on pourrait appeler des quotas. C'est-à-dire que généralement, on prenait 2 hommes pour une femme. Voilà, quand on regarde les statistiques de la traite, on se rend compte qu'il y avait un déficit féminin dans ce cadre-là. Et que ce déficit de femmes, c'est un peu atroce de le dire dans ce sens-là, n'a pas empêché les femmes noires d'être l'élément féminin le plus important dans de nombreuses parties des Amériques. Donc une grande partie de la démographie des Amériques s'est faite à partir des femmes noires, des femmes africaines. Et cet élément-là, il est assez important parce que du coup, la question de la libération, de l'émancipation concernant les femmes va avoir, on va dire, un impact ou une histoire un peu différente de celle des hommes. Ce qui explique que l'histoire du panafricanisme, selon qu'on l'approche, selon la lecture orientée sur les hommes, est totalement différente de la lecture sur les femmes. Donc ça, c'est des éléments qui sont assez importants d'un point de vue historiographique. On n'est pas dans les mêmes sources, on n'est pas dans les mêmes lieux de renseignement, on n'est pas dans les mêmes stratégies. Quand on regarde cette histoire-là, on constate que l'histoire du panafricanisme occupée par les hommes, on est beaucoup plus dans la conquête de l'espace. Alors que cette même histoire, vue à travers l'histoire des femmes, on est beaucoup plus dans la conquête du temps. Donc ce sont les hommes qui se mettent devant et les femmes qui expliquent après qu'ils ont poussé les hommes devant. Mais dans les faits, c'est encore un peu plus complexe. Ce que je voudrais souligner, c'est que à partir du 19e siècle et des abolitions successives, je ne vais pas faire l'histoire des résistantes féminines, mais il y en a eu beaucoup qui ont résisté et qui ont combattu donc contre l'esclavage. On pourrait notamment citer Harriet Tubman, qui était donc une militante afro-américaine qui était armée, qui a mené des mouvements armés pour libérer notamment des esclaves dans le Sud, qui gérait le chemin de fer clandestin. On pourrait citer aussi d'autres figures en Amérique du Sud et dans la Caraïbe. Mais ce qui va se passer, ou la question la plus intéressante, je pense, c'est à partir du moment où l'émancipation est mise en place, où on commence à libérer les esclaves, la question se pose de savoir quelle doit être la formation de ces personnes-là. À quoi doit-on les former? Quelle doit être leur éducation? Et ça, ce sont des questions fondamentales, puisqu'on considère, il y a des dictons qui expliquent que lorsqu'on éduque une femme, on éduque une nation ou un peuple. Donc quel doit être le type de formation dans le cadre de cette libération que l'on doit apporter aux femmes?
Donc ces éléments-là, ces questions-là vont faire qu'à la fin du 19e siècle, aux États-Unis, au Brésil, au Canada, dans plusieurs territoires de la Caraïbe, on va voir apparaître des militantes qui sont très engagées sur les questions d'éducation et de pédagogie. On va voir aussi apparaître des femmes entrepreneuses, puisqu'elles ont toujours été justement dans la gestion économique des affaires. Ça aussi, c'est un élément très intéressant qui a résisté à la déportation. On a une continuité de femmes d'affaires à travers cette histoire-là, qui est très peu connue, mais qui est réelle. Et on va voir apparaître à partir des années 1900-1910 un début d'entrepreneuriat féminin se développer, qui va notamment se baser sur la question de la beauté noire. Alors la figure la plus connue, c'est Madame C.G. Walker, qui s'appelait Sarah Breedlove au départ, et qui donc a épousé un monsieur qui s'appelait C.G. Walker, et qui a décidé de prendre comme nom justement le nom de son époux, et de rajouter le mot Madame en français, parce que ça faisait référence à l'esthétique, au caractère raffiné des Françaises, etc. Et Madame C.G. Walker fait partie de ces premières pionnières de ce qui va être tout au long du XXe siècle une lutte d'émancipation des femmes et une quête pour leur autonomisation, notamment sur les questions économiques et professionnelles. Donc Madame C.G. Walker va créer donc sa propre marque de produits de beauté noire, en faisant donc des décoctions avec des œufs, des plantes, etc. Des choses qui existaient déjà au XVIIe, XVIIIe siècle. Par exemple, dans la République de Palmarès, au Brésil, le taux de mortalité infantile était inférieur au taux de mortalité infantile à Paris ou à Londres, parce qu'on avait aussi des femmes africaines qui étaient venues avec des savoirs traditionnels et qui justement utilisaient ces savoirs-là de telle sorte à ce qu'on a pu voir se développer une démographie assez intéressante dans cette région du Brésil. Donc Madame C.G. Walker crée sa propre marque et en 1913, elle va prendre la parole, on est avant la Première Guerre mondiale, et elle va faire une déclaration en expliquant qu'il est temps pour les femmes noires de sortir de la cuisine et de l'espace de la laverie où on lave le linge, etc. Et donc elle va créer un véritable empire commercial à partir de ses produits de beauté. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle va aussi recruter beaucoup de jeunes femmes noires qui, à cette époque-là, pour la plupart, travaillaient comme domestiques chez des Blancs. Donc elle va permettre à beaucoup de femmes noires de sortir justement de cette domination économique, fondée donc sur l'héritage de l'esclavage, où lorsqu'on est libéré, la seule possibilité professionnelle est d'aller travailler chez l'ancien maître. Elle va aussi permettre d'ancrer justement, on va dire, une certaine fierté, une certaine dignité qui va passer par le cheveu, puisque le cheveu est quelque chose qui renvoie à l'intimité. Lorsque l'on veut toucher les cheveux d'une femme noire, généralement, elle n'est pas d'accord. Et elle a tout à fait raison. Et ça renvoie à quelque chose de très ancien, qui est lié justement à cette époque où la capacité à toucher le corps de l'autre renvoie en fait à beaucoup de fantasmes, de préjugés et de stéréotypes. Donc ce sont aussi des éléments mentaux qui vont être déconstruits à cette époque-là. Et surtout, le plus important, c'est qu'en acceptant donc de former des jeunes femmes à la coiffure et donc à ces produits de beauté, elle va leur permettre de gagner une autonomie en leur permettant ensuite à elles-mêmes d'ouvrir leur propre salon de coiffure. Et cet élément-là, il est fondamental, parce que c'est en acquérant de l'autonomie que ces femmes-là vont ensuite financer un certain nombre de mouvements, dont le plus important sera celui de Marcus Garvey. Donc on a des femmes noires qui travaillaient donc chez des Blancs, qui étaient souvent domestiques, qui étaient parfois mal payées, qui devaient travailler au domicile du maître, et qui, à travers cette formation, trouvent la capacité de sortir de ce domicile-là, d'acquérir en fait une indépendance financière, et surtout de conjuguer la vie, je dirais, sentimentale et familiale avec la vie professionnelle. Puisque lorsqu'on a un salon de coiffure, par exemple, une problématique comme la garde des enfants ne se pose plus. Ou lorsque l'on coiffe à domicile, il n'y a pas de problème pour faire garder les enfants. Donc on peut avoir une activité professionnelle tout en gardant en fait une activité familiale, une vie de femme active qui élève ses enfants. Ensuite, cela permet également de gérer son temps libre puisqu'on n'est plus à la demande du maître en tant que domestique qui peut avoir besoin de nous à n'importe quel moment. Donc cela permet aussi de se créer du temps libre, des loisirs et de constituer sa propre culture.
Donc tous ces éléments-là vont être ensuite liés dans un système, on va dire, pas de vassalité, mais de franchise, qui fait que toutes les femmes formées chez Madame C.J. Walker, lorsqu'elles ouvriront à leur tour leur propre salon de coiffure, auront pour seule exigence de la part de Madame C.J. Walker, en échange d'une formation gratuite, de ne vendre exclusivement dans leur salon de coiffure que les produits de Madame C.J. Walker. Donc c'est comme ça qu'à partir des femmes, on a créé des structures économiques sur lesquelles vont ensuite s'appuyer tous ces mouvements de libération dans les années suivantes. Donc ça, c'est un élément qui est très important, qui est très peu connu. Et à cette époque-là, Madame C.J. Walker va aller voir Booker T. Washington, qui était un grand militant noir américain, qui lui avait une approche plutôt intégrationniste. Il estimait que les Noirs et les Blancs devaient travailler ensemble, notamment sur la question professionnelle. Il avait créé un institut, le Tuskegee Institute, en Alabama. Et donc, Madame C.J. Walker va aller le voir en lui proposant justement d'inclure dans le cursus professionnel la coiffure, la couture, bref, tous ces éléments-là, pour que les femmes puissent également avoir une formation professionnelle de qualité. Alors, au départ, Booker T. Washington va refuser, notamment sur l'influence de son épouse, Margaret Washington, qui estimait que des femmes qui travaillent, c'était pas bien, etc. Donc, il y avait des résistances à ce niveau-là. Et c'est une autre militante de l'époque, également très engagée dans l'éducation, Mary McLeod Bethune, qui, elle, au contraire, va accepter, va promouvoir le développement donc de l'enseignement, on va dire, technique et professionnel, donc vis-à-vis de ces femmes noires qui vont progressivement gagner en autonomie et qui vont commencer à financer un certain nombre de mouvements. Alors, l'un de ces mouvements sera donc l'UNIA-ACL, Universal Negro Improvement Association, ACL, African Communities League, donc Association pour l'amélioration de la condition des Noirs dans l'univers et Ligue de communautés africaines, donc l'organisation de Marcus Garvey, qui va donc bénéficier des retombées financières de la publicité de Madame C.J. Walker dans le journal Le Negro World pour gagner un certain nombre de fonds. Il va également bénéficier du rôle des femmes qui faisaient du porte-à-porte à cette époque-là et qui étaient les plus dynamiques pour lever des souscriptions. Et au départ, dans les premières années, l'UNIA de Marcus Garvey est un mouvement dans lequel les femmes étaient largement majoritaires. Ce qui va ensuite amener des dissensions, c'est des relations entre Marcus Garvey et sa première épouse, Amy Eschwood Garvey, le divorce plus ou moins légal d'avec elle et son remariage avec Amy Jacques Garvey, qui était la demoiselle d'honneur et la meilleure amie de Amy Eschwood. Donc dans cette histoire du panafricanisme, il y a aussi beaucoup d'histoires de couples qui sont extrêmement complexes, qui sont particulièrement sensibles et qui sont aussi un des éléments pourquoi cette histoire-là n'est peut-être pas suffisamment mise en avant. Parce que c'est des choses qui touchent aussi à l'ego de beaucoup de leaders panafricanistes de cette époque-là qui avaient une vision effectivement machiste et virile de la chose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre Marcus Garvey et Amy Eschwood Garvey, c'était une grande histoire passionnée, passionnante, pathétique, dans le sens vraiment de la souffrance amoureuse, sentimentale, etc. Et Amy Eschwood donc va rompre avec Marcus Garvey et va entraîner dans son sillon beaucoup d'autres femmes, enfin va diviser les femmes du mouvement entre celles qui étaient favorables à Amy Eschwood, donc la femme entre guillemets historique, et celles qui étaient favorables à Amy Jacques, qui était elle-même considérée, on va dire, comme la secrétaire et la bras droit de Marcus Garvey. Et derrière ces divisions, il y a beaucoup d'autres choses aussi qui se discutaient. Il y a beaucoup de ragots, il y a beaucoup d'histoires croustillantes que je pourrais raconter, mais bon, c'est pas le lieu, mais qui sont... mais non, mais je vais pas rentrer dedans, mais c'est vraiment des... Oui, mais en tout cas, ça montre qu'il y a aussi tout un... Il y a une histoire, on va dire, du coussin et des draps qui reste à faire aussi lorsqu'on parle de ces enjeux-là. Donc le mouvement va être divisé entre ces deux femmes-là, principalement. Et par la suite, Amy Eschwood Garvey va avoir une histoire aussi passionnante et va aller dans beaucoup d'endroits. Elle va aussi beaucoup aller en fait en Afrique de l'Ouest et dans une partie de l'Afrique centrale, enfin dans ce qui est considéré comme l'Afrique centrale, le Cameroun, mais c'est un peu plus compliqué. Elle va rencontrer beaucoup de groupes de femmes qui, dans ces années-là, les années 1930-1940, s'organisaient. Il y avait des grèves, des marches de femmes, même à Lomé, à Cotonou, à Abidjan, etc. Et elle va aussi avec la femme, avec Madame Casely Hayford,
participé à la création de plusieurs écoles spécifiquement dédiées aux femmes. Donc beaucoup de militantes, beaucoup de femmes qui ont ensuite milité dans les mouvements d'indépendance dans les années 50 ont souvent été formées et éduquées dans des écoles qui avaient été lancées par Amy Echoud Garvey ou par des militantes inspirées de l'esprit de Amy Echoud Garvey. Donc ça permet aussi de contrebalancer cette idée que l'histoire de l'éducation, de la conscience politique s'est uniquement passée dans le cadre de l'école des missionnaires ou dans le cadre de l'école coloniale, etc. Donc beaucoup de femmes sont passées par cette école-là. Un autre élément, c'est que l'un des adversaires, entre guillemets, ou rivaux de Marcus Garvey était William Du Bois, qui lui était un intellectuel noir américain, raffiné, issu de l'élite, docteur à Harvard, bref, qui a créé beaucoup de choses, toute une série d'institutions, et qui est décédé bien plus tard, en 1963, à l'âge de 95 ans. Et Du Bois, lui, a plutôt incarné un soutien officiel aux luttes menées par les femmes. Donc c'est lui qui incarne, on va dire, une certaine proximité entre les luttes panafricanistes de l'époque et les luttes féministes de l'époque. Il a soutenu, il a travaillé avec le mouvement des suffragettes, par exemple. Et Du Bois est aussi l'homme de la tradition de ce qu'on appelle les congrès panafricains. Et en 1927, il y a un congrès panafricain qui est organisé à New York. Et dans ce congrès-là, c'est extrêmement intéressant parce que le comité d'organisation du congrès est composé de 10 personnes, et ces 10 personnes ne sont que des femmes. Alors après, c'est aussi des éléments qui montrent que c'était des femmes qui étaient issues de groupes, de lobbies qui s'étaient constitués, notamment après la Première Guerre mondiale, dans le sillon de toutes les infirmières noires qui étaient parties sur le front, qui avaient soutenu justement les combattants, qui avaient gardé en fait tout un ensemble de contacts et d'adresses, et qui était le véritable carnet d'adresses de ces mouvements-là, et qui du tout étaient capables de contacter des gens très rapidement. Une autre personnalité de l'époque, c'est Jessie Fawcett, qui était la rédactrice de Crisis, le journal lancé à l'époque par Du Bois, qui elle aussi mettait en connexion un certain nombre d'auteurs, d'intellectuels, etc. Donc on a toujours eu des femmes qui ont été les chevilles ouvrières de ces mouvements-là, sauf que pour le savoir, en fait, il faut rentrer dans les archives et on va dire dans les drafts de tous ces documents et de toutes ces organisations. On a parfois des noms qui sont très importants dans tel ou tel événement, sauf qu'on n'a pas le nom, on a juste l'initiale. Donc après, c'est à nous, historiens, d'aller voir si cette initiale, qui instinctivement pour nous, on la considère que c'est forcément un homme, ne serait pas au contraire une femme. Et lorsqu'on fait ce travail, eh bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnages féminins qui n'ont qu'une initiale et un nom, et qui du coup ne sont pas forcément présents dans cette histoire-là. Donc ça, c'est tout un travail de recherche et d'enquête à faire, sur lequel je suis notamment en train de travailler. Ensuite, l'autre élément, j'en reviens donc aux coiffeuses et esthéticiennes, par exemple, qui sont une catégorie sociale très importante, y compris dans nos pays en Afrique. Donc elles s'organisent dans les années 20, 30, etc. Elles se constituent en ligue, en convention, en chapelle, entre guillemets. Et après la Seconde Guerre mondiale, en 1948, eh bien, il y aura la convention des esthéticiennes et des coiffeuses noires. Et c'est très intéressant parce que cette convention qui réunit donc toutes les femmes de cette profession, eh bien, lors de cette convention, la présidente de la convention va prendre la parole et dans son discours, elle va dire une chose très importante. Elle va dire, vous, mes chères esthéticiennes et mes chères coiffeuses, lorsque une personne vient dans votre salon de coiffure pour se faire belle, arrêtez de lui parler de la pluie et du beau temps. Nous sommes en lutte, il faut que vous appreniez et que vous informiez les personnes qui viennent se coiffer des enjeux de la lutte. Par conséquent, il est nécessaire que vous-même, qui êtes coiffeuse, esthéticienne et autres, vous formez aux enjeux politiques. Donc c'est une déclaration, c'est un appel qui a été lancé en 1948. Et c'est très important parce que cet appel va être suivi. On va voir des connexions qui vont se faire entre ce milieu et d'autres milieux militants. On va voir aussi des mouvements internationalistes qui vont être menés, notamment en 1954. Les femmes esthéticiennes noires décident d'aller en Europe, justement pour perfectionner leurs connaissances, leur savoir, etc. Donc une grande tournée est organisée. Et généralement, les sources se concentrent sur la tournée en Europe. Mais les sources ne parlent jamais de l'escale qui a été faite en quittant les États-Unis. Et cette escale-là a été faite en Haïti. Donc en 1954, la première étape est en Haïti.
Et lorsque les esthéticiennes et coiffeuses noires arrivent, bon, je pourrais dire militantes, arrivent, en fait, elles vont faire plusieurs choses. Elles vont demander à rencontrer le ministre du Commerce haïtien. Et dans leur valise, elles avaient un plan pour permettre des female-owned enterprises, donc des entreprises dirigées par les femmes haïtiennes. Elles sont également venues avec un programme de bourse destiné spécifiquement aux femmes haïtiennes. Et en fait, avec tout un ensemble de propositions, elles ont rencontré les ligues de femmes, les organisations de femmes haïtiennes, pour voir justement comment, en s'appuyant sur l'élément féminin de la nation haïtienne, eh bien, on pouvait créer ce type de solidarité. Et c'est des pratiques qui ont existé dans d'autres territoires. Ça existait au Brésil avec les femmes noires, en Colombie, au Costa Rica, en Jamaïque, en Gold Coast, au Nigeria, etc. Donc ça aussi, c'est toute une histoire qui est sous-jacente à la, entre guillemets, à l'autre histoire officielle. L'autre élément qui va accélérer les choses, c'est qu'au début des années 60, donc, on passe donc à la lutte pour les droits civiques, milieu des années 50, début des années 60, et l'un des éléments dans la lutte pour les droits civiques, ça va être le boycott et le sit-in. Donc très souvent, quand vous avez des documentaires sur cette période d'Angela Davis, vous avez souvent l'image du couple afro-américain, l'homme et la femme, qui entrent dans un restaurant, qui s'asseyent au comptoir du restaurant en demandant à être servis, parce que c'est un restaurant qui ne sert pas les Noirs. Et là, vous avez toute une série d'hommes et de femmes qui arrivent, qui leur mettent du ketchup, qui leur mettent du sel, du poivre, etc., de l'urine, etc. Et la formation de ces militants, c'est ensuite de quitter les lieux dès lors qu'ils n'arrivent plus à soutenir la pression et la violence. Et donc souvent, on a des caméras qui le montrent et on voit le couple qui sort du restaurant très sale. Mais les caméras ne suivent jamais le couple pour comprendre que le premier lieu où ce couple va après être sorti du restaurant, c'est les salons de coiffure, parce qu'il faut se faire propre, se nettoyer et se faire beau et belle. Par conséquent, c'est dans les salons de coiffure qu'avait lieu le premier rapport sur l'action menée. Et par conséquent, c'est dans les salons de coiffure noirs qui ont été les premiers lieux équipés dans les communautés à avoir le téléphone, donc à avoir le renseignement, à être des relais postaux, que l'on a donc organisé des quartiers généraux de la lutte pour les droits civiques. Donc ça, ce sont des éléments qui sont très peu connus et qui me semblent extrêmement importants à souligner. Dans la même époque, on a d'autres femmes, donc Angela Davis, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, mais je peux vous citer une dizaine de femmes qui, selon moi, sont beaucoup plus importantes qu'elle. L'une d'elles, donc, c'est par exemple Ella Baker, qui a organisé et structuré beaucoup de mouvements. En 1957, Martin Luther King est interpellé sur le fait que dans son mouvement de pasteur, là, il n'y a que des hommes. Et celle qui l'interpelle, c'est Ella Baker. Donc il va dire, eh bien, toi, Ella, arrange-toi pour faire en sorte que des femmes rejoignent le mouvement. Donc elle va se débattre on va lui faire jouer un peu ce rôle-là. C'est assez ingrat le rôle qu'on a fait jouer à ces femmes-là. On les utilise pour ramener du monde, et lorsque le monde est ramené, on les met de côté. Et Ella Baker va faire le travail et va former beaucoup de militants. Des personnalités comme Malcolm X et Stokely Carmichael lui doivent énormément. Et toutes ces personnalités-là, qui auraient dû être mises en avant, par exemple lors de la marche pour Washington, vont être mises de côté. Lorsque Martin Luther King fait son discours, il n'y a quasiment que des hommes sur l'estrade. Et le nom des femmes que l'on honore est cité de manière erronée, c'est-à-dire qu'on se trompe même sur le prénom de ces femmes-là. Et Rosa Parks, on l'invite sur scène juste pour qu'elle dise « Bonjour tout le monde, cette journée est formidable » et on lui demande de descendre de l'estrade. Josephine Baker, qui était venue de Paris, va prendre la parole, mais pas sur l'estrade. Donc ça aussi sont des éléments qui sont cachés de l'histoire, auxquels on ne réfléchit pas, et qui doivent en fait nous amener à lire la contre-histoire du panafricanisme. Et cette contre-histoire, elle est extrêmement riche, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Il y a des femmes qui sont parties en colère pendant que Martin Luther King faisait son discours, et qui disaient que ce gars-là ne pense absolument pas à nous et au combat que nous avons mené. Donc ce combat-là, il faut le remettre en avant. Une autre femme très importante, c'est Fannie Lou Hamer, qui fait partie de ces femmes qui ont connu la stérilisation forcée, parce qu'il y a eu des programmes de stérilisation forcée menés par le gouvernement américain vis-à-vis des femmes noires à travers tous les programmes sociaux, etc. Et Fannie Lou Hamer a été aussi une très grande organisatrice. C'est elle qui expliquait qu'elle était malade et fatiguée d'être malade et fatiguée. I'm sick and tired of being sick and tired.
Et donc toutes ces femmes-là, en fait, ce sont des éléments, des ressources extrêmement importantes et intéressantes. Et il y en a une dernière que je voulais juste citer aussi à titre exceptionnel, c'est Claudia Jones, aussi une très grande militante communiste, qui part ensuite d'origine jamaïcaine, qui part ensuite en Angleterre et qui va être l'initiatrice du festival de Notting Hill et qui va avoir un rôle très important, qui va fédérer beaucoup d'organisations antillaises, africaines et même asiatiques, et qui va décéder donc un matin de Noël dans l'isolement le plus total à l'âge de 48 ans, décédée de fatigue, décédée dans la solitude. Et on a aussi ce destin pour beaucoup de femmes qui, à mon sens, aussi doit interpeller la manière dont ce qui s'appelle le Women's Corner, c'est-à-dire le coin des femmes, doit devenir le centre. C'est-à-dire que dans l'historiographie, on place les femmes dans le coin, alors que très souvent, tous ces mouvements-là ont été justement centrés autour des femmes. Donc il y a un décentrement à faire dans l'historiographie. Donc dans ces années 60, 70, on voit se développer la coupe afro. Et cette coupe afro pose aussi un certain nombre de problématiques, vu que là aussi ce sont des enquêtes réelles. Le syndicat des esthéticiennes coiffeuses noires, au début des années 70, va faire une enquête de marché et va constater que le fait que les femmes noires soient passées à l'afro, aux cheveux naturels, a fait chuter les bénéfices des salons afro de 20%. Par contre, c'est assez paradoxal de voir que le changement, l'affirmation identitaire à travers la coiffure, le port de la coiffure afro, a d'une certaine manière marqué le déclin d'une économie qui permettait l'autosuffisance et l'autosubsistance de la communauté. Mais les femmes qui étaient dans ces salons sont extrêmement intelligentes. Et elles vont se reconvertir. Elles vont se reconvertir dans un secteur qui est celui de la santé, puisqu'elles vont constater que les femmes noires vont beaucoup plus chez le coiffeur que chez le médecin. Et que par conséquent, il leur revient à présent de se former aux problématiques médicales. Le dépistage du cancer du sein, les MST, etc. Et donc, on va lancer le mot d'ordre de former justement les esthéticiennes, les coiffeuses, les manucuristes, à ces problématiques sanitaires et médicales sur lesquelles l'État américain, dans les années 70, mène au contraire une politique répressive. Il faut génocider les Noirs à cette époque-là. Donc la réponse dans ces salons, ça va être, on va mettre l'accent sur la santé, sur le bien-être. Le salon, c'est le lieu où la femme, elle est chez elle. Donc on va mettre on va assimiler l'espace de travail, l'espace professionnel avec l'espace familial. Il y a la même histoire avec les hommes, le barbershop, etc. Donc c'est des choses qui sont parallèles et très intéressantes à étudier, qui sont vraiment des lieux de militantisme et de formation au militantisme. Et donc tout cela aussi va permettre en fait de maintenir donc ces stratégies, ces structures sur lesquelles donc quelqu'un comme Obama va capitaliser de manière assez cynique ou perverse, en mobilisant justement tous ces salons de coiffure qui vont porter une grande partie de sa victoire, non pas à l'élection présidentielle, mais à l'investiture au niveau du Parti démocrate. Ça, c'est l'élément, on va dire, pour la diaspora. Maintenant, sur le continent africain, il y a eu aussi beaucoup de choses très intéressantes dans ces années-là, les années 50-60. Dans les années 50, par exemple, on voit se développer dans des pays comme le Tanganyika, aujourd'hui la Tanzanie, des groupements de femmes particulièrement formés à l'idéologie panafricaniste. Et ces groupements de femmes vont souvent participer aux manifestations pour demander l'indépendance. Et très souvent, quand on regarde l'histoire des indépendances, on se demande où sont les femmes. Et en fait, elles sont présentes. Elles sont présentes, mais il faut les trouver, parce qu'elles ne sont pas forcément présentes là où les enjeux, on va dire, au milieu des classes urbaines se passent. Elles sont présentes dans les campagnes, elles mobilisent dans les campagnes. Et dans le cas de la TANU, qui était le parti qui a mené le Tanganyika à l'indépendance, à chaque manifestation, il y avait à peu près 40 à 50 000 femmes qui étaient mobilisées. Ce qui montre à quel point elles étaient présentes, à quel point elles mettaient la pression. Et parmi ces 40 à 50 000 femmes, plusieurs ont obtenu des positions, on va dire, en tête de liste, qui leur ont permis d'être élues lorsque le Tanganyika est devenu indépendant avec une Assemblée nationale. Et de manière très intéressante, parmi ces femmes-là, il y avait aussi 2-3 femmes européennes, blanches, 2-3 femmes asiatiques. Donc il y avait aussi cette diversité et on était capable de dépasser
enfin de lier en fait les problématiques, on va dire, de genre avec les problématiques de représentation d'une certaine manière ethnique. Et l'un des instruments de la Tanzanie, qui est assez particulier, c'est d'avoir aussi utilisé les femmes dans le but de diminuer les tensions et les problématiques interethniques et interreligieuses. Ça aussi, c'est de l'instrumentalisation qui a été faite d'une certaine manière. On a promu tel ou tel type de mariage entre tel type de communauté. On s'est référé à des pratiques qui existaient à l'époque précoloniale, qui fonctionnaient sur des capacités à réguler les conflits avant qu'ils n'éclatent, en se basant justement sur l'élément féminin comme élément central de la stabilité des relations sociales. Bref, tous ces éléments-là, en fait, sont extrêmement intéressants. Un autre pays qui va aussi avoir une politique... sur la Tanzanie, il y a aussi un point que je voudrais aussi souligner, qui est aussi assez intéressant. Parce qu'il y a la question j'étais parti sur la question de l'éducation. C'est une présentation un peu improvisée. Bon. J'étais parti sur la question de l'éducation, mais qui pourrait durer 3 heures, mais que je vais essayer d'écourter. J'étais parti sur la question de l'éducation et l'éducation de base, l'éducation professionnelle, c'est bien, mais au bout d'un moment, il faut poser aussi la question de la place des femmes et leur entrée dans le monde académique et universitaire africain. Et ça aussi, c'est un point qui est extrêmement intéressant, parce que les différents États africains ont suivi différentes trajectoires sur cette problématique. Certains ont été très en avance, et d'autres ont été un peu plus en retard. Et dans le cas d'un pays comme la Tanzanie, ce qui va être fait, c'est que à la fin de l'éducation secondaire, enfin après le bac en gros, il y a une période de 2 ans de service militaire pour les hommes comme pour les femmes. Et après ces 2 ans de service militaire, il y a 2 ans de service, on va dire, civique, communautaire, pour les hommes comme pour les femmes. Et ce que le président tanzanien Nyerere va faire, quand il constate que souvent les femmes ne survivent pas ces 4 années et n'arrivent pas à l'université, c'est qu'il va tout simplement supprimer les 2 ans de service académique et universitaire, ce qui fait que sur la même classe d'âge, les femmes vont rentrer 2 ans plus tôt à l'université que les hommes. Et par conséquent, il y a un moment dans l'histoire des universités africaines, dans chaque université africaine, où on voit une entrée massive des femmes. Et c'est extrêmement intéressant d'étudier cette histoire-là, de voir comment cela s'est organisé et de voir tout ce que ça a changé d'un point de vue social et sociétal. Les résidences étudiantes, les relations amoureuses, les couples militants, etc. Bref, c'est toute une histoire extrêmement riche, passionnante, qui mériterait encore beaucoup de temps. Un autre pays qui va avoir aussi un intérêt très important, c'est le Ghana de Kwame Nkrumah, puisque le Ghana devient indépendant en 1957. Nkrumah lui-même a une histoire un peu particulière avec les femmes. Il avait eu quelques amours comme ça, mais rien de très concret. Et lorsqu'il devient Premier ministre, eh bien, les gens autour de lui s'inquiètent, mais il n'y a pas de première dame, comment ça se fait, c'est pas crédible, il vous faut une femme. Et Nkrumah avait un problème, en fait, c'est-à-dire que il était très amoureux de sa mère, il aimait beaucoup sa mère était très importante dans son parcours personnel, et c'est le fils unique de sa maman, donc c'est particulier, c'était vraiment l'enfant à sa maman, et il était confronté en fait à comment choisir une femme, dans un pays où tout est interprété. Si je prends une femme du Nord, on va dire que le président privilégie le Nord. Si je prends une femme de telle ethnie, on va dire que le président privilégie telle ethnie. Comment faire pour choisir une femme sans que cela ne soit interprété comme mon choix personnel pour tel ou tel groupe ethnique ou pour telle ou telle région du Ghana? Eh bien, il va prendre une femme qui n'a rien à voir, qui est égyptienne, qui est copte, pour montrer justement que le Ghana est partisan de l'unité africaine et que même à ce niveau-là, eh bien, on fait le sacrifice de prendre une femme entre guillemets étrangère, mais qui est fondamentalement africaine. Et à cette même époque, le Ghana, 1950-60, accueille beaucoup de militantes afro-américaines et caribéennes qui sont confrontées aussi à des difficultés au plafond de verre concernant et les Noirs et les femmes, la double discrimination, etc. Qui trouvent au Ghana des lieux pour se former, etc. Maya Angelou, par exemple, y a été, Marie Scondé aussi, me semble. Donc le Ghana, à ce moment-là, est un pays très intéressant à ce niveau-là. Il y a des conférences panafricaines de femmes qui sont également organisées.
Là aussi, c'est un élément qui est très intéressant parce que quand on lit cette histoire, on a l'impression que les conférences internationales sur les femmes africaines, ça a été créé par les Nations Unies dans les années 80. Alors qu'en fait, il y avait déjà des États africains qui étaient sur la lignée du panafricanisme, qui avaient compris qu'il fallait aussi organiser l'émancipation des femmes, créer les cadres, les structures qui permettent aux femmes de se libérer. Et c'est dans ce contexte-là qu'en 1962, donc un an avant l'OUA, donc l'OUA c'est l'instance des chefs d'État, les mâles, tout ça, eh bien on va créer l'Organisation panafricaine de libération des femmes, la Pan African Women Liberation Organization, en 62 à Dar es Salaam, qui va justement apporter, on va dire, la contribution des femmes à cette histoire-là, mais qui sera très rapidement étouffée par un certain nombre d'enjeux. Donc, que dire ? Ce que je dirais, c'est que il y a toute une série de portraits, toute une série de dynamiques, tout un ensemble de rencontres, de catégories socio-professionnelles qui sont extrêmement riches et qui nous montrent à quel point les femmes, en fait, ont été très présentes dans l'histoire du panafricanisme. Et c'est ce que je disais hier, le livre que j'ai écrit, Africa Unite, une histoire du panafricanisme, est peut-être effectivement très centré sur les hommes, parce qu'il est sur, on va dire, l'histoire officielle. C'est la grande histoire... Voilà l'histoire que tout le monde doit savoir basiquement, mais l'histoire, je dirais, la plus subversive, la contre-éducation, comme j'aime le dire dans mes posts Facebook, comme j'aimais le dire dans mes posts Facebook. C'est fini ? Oui, c'est fini. Je suis passé à autre chose. C'est quoi maintenant ? C'est les adinkras par rapport au motif. Donc c'est à travers les femmes qu'on l'a. Ce côté, ce reflet de l'histoire, on l'a à travers elles. Et je voudrais terminer en mentionnant deux femmes qui me semblent aussi très importantes, encore une fois, pour rappeler que Angela Davis n'est pas seule. La première, donc, c'est bien évidemment Assata Shakur, qui a connu également dans ces années 70, donc à peu près, enfin, de manière différente, des événements un peu similaires à ceux d'Angela Davis, qui a été aussi impliquée dans une fusillade au cours de laquelle elle a elle-même été blessée, mais accusée de complicité. Bref, une histoire abracadabrantesque, qui l'a emmenée aussi à être isolée, à être violentée par les gardiens, alors qu'en même temps, bon, il y avait des questions de grossesse, puis elle avait son amoureux. Bref, une histoire aussi passionnante, qui va se terminer donc par une véritable cavale, puisqu'elle va prendre la fuite. Donc elle va s'échapper, donc elle s'était échappée une première fois, a été reprise, elle va s'échapper une deuxième fois pour de bon, disparaître dans la nature pendant quelques années et réapparaître à Cuba et être considérée depuis comme la femme, l'une des 10 top most wanted du FBI. Et son cas aussi est très important, il a été mis en avant récemment par rapport donc à l'ouverture des relations entre les États-Unis et Cuba. Beaucoup de personnes se sont inquiétées de ce qu'allait devenir Assata Shakur dans ce cadre-là, puisque les Américains la traquent, ils la veulent, ils veulent sa peau, ils ne lâchent pas l'affaire, vraiment, eux, ils vous lâchent pas, une fois qu'ils vous ont dans le rétro, ils ne vous lâchent pas, contrairement à Angela Davis qui a quand même aujourd'hui acquis, on va dire, une facilité de mouvement et une certaine médiatisation. Et Angela Davis a bien évidemment pris fait et cause, a bien évidemment soutenu le combat et la liberté d'Assata Shakur. Donc ce qui est intéressant avec Angela Davis, c'est qu'elle a pu utiliser sa célébrité pour d'autres combats. Elle a pu aussi retourner à l'université, enseigner comme une personne normale, etc. Ça, c'est des éléments intéressants. Après, ce que l'on construit autour d'elle, je pense qu'il faut être relativement critique et mesuré. Parce qu'aucune personne n'est parfaite. Et ensuite, il y a des éléments sur lesquels on pourrait discuter de manière plus critique d'un point de vue théorique. Même si elle a gardé, je pense, une certaine constance. Donc Assata Shakur, qui elle aussi a gardé la constance dans la rébellion. Et le dernier personnage, donc la dernière figure par laquelle je terminerai cette intervention, c'est Jacqueline Kizerbo, qui a été, je pense qu'Activisme a dû faire un événement sur Joseph Kizerbo. Il faudra en faire un sur Jacqueline Kizerbo, qui est vraiment un élément fondamental, institutrice, pédagogue, militante, liée au milieu syndicaliste, avec aussi toute une histoire familiale, qui est décédée il y a un peu plus d'1 an, et qui, à mon sens, incarne vraiment la synthèse de tout ce qu'on peut trouver de meilleur dans les luttes qui sont menées par les femmes africaines depuis 50 ans et même au-delà.
Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si je n'ai pas été trop long. Je crois que j'ai parlé 40 minutes à peu près. En tout cas, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je vous remercie. On remercie vraiment très chaleureusement Hamzat parce que c'est passionnant et puis on pourrait l'écouter des heures. Avant de passer la parole